Pour le 8e anniversaire de ma fille, mes parents lui ont envoyé une robe rose en cadeau. Elle a semblé heureuse au début, puis elle s'est figée. Qu'est-ce que c'est, maman? J'ai regardé de plus près, et mes mains ont commencé à trembler. Je n'ai pas pleuré, j'ai agi. Le lendemain matin, mes parents appelaient sans arrêt. Tout a commencé un jeudi, avec l'arrivée d'une boîte en carton marron, légèrement écrasée sur un coin. Le nom de Maya était écrit sur l'étiquette, de l'écriture de ma mère à cette écriture soignée va pencher qu'elle n'utilise que pour les colis, et pour les cartes de Noël passives-agressives. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était juste un cadeau d'anniversaire en retard, rien de grave. J'ai ouvert la porte, j'ai rentré la boîte, et je l'ai posée sur la table, à côté de quelques bols de céréales vides va d'un dessin de licorne à moitié colorié. Le chaos habituel. Maya l'a vu, et son visage s'est éclairé. Elle adore recevoir du courrier. On pourrait envelopper un caillou dans du papier de soie, et elle vous remercierait comme si vous aviez remboursé son futur prêt étudiant. Elle portait des chaussettes dépareillées, et elle avait encore un peu de dentifrice sur le menton. Je lui ai dit de l'ouvrir, alors, elle s'est exécutée. À l'intérieur, il y avait une couche de papier de soie blanc, soigneusement pliée. Classique de la part de maman. Elle l'a écartée, et elle a eu un souffle coupé. C'est une robe. A-t-elle dit, en la tendant à bout de bras. Rose. Douce. Avec de petites étoiles brodées près de l'ourlet. Elle ressemblait à ce que l'on porterait pour un brunch sur le thème des contes de fées, ou pour un récital de piano en primaire. Ce n'est pas mon style, mais Maya rayonnait comme si c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Waouh, a dit mon mari, en levant les yeux de son ordinateur portable. C'est chic. Elle ne pourra plus la mettre dans un mois tellement elle grandit, ai-je ajouté, mais sans méchanceté. Maya a fait un tour sur elle-même. L'ourlet a tourné en un cercle parfait. J'étais sur le point de dire que c'était mignon, et puis, elle s'est arrêtée. Pas lentement. Pas de façon dramatique. Elle s'est juste arrêtée. Elle fixait le devant de la robe, comme si le tissu venait de lui parler. Ses sourcils se sont froncés. Maman, a-t-elle dit. Qu'est-ce que c'est? Je me suis levé, et j'ai traversé la pièce. Elle a tourné la robe vers moi, pour que je puisse voir. Et c'est là que tout a basculé. C'est à cet instant précis que tout a commencé à s'effondrer à l'intérieur de moi. C'était une petite inscription, en fil blanc, une cursive très propre, centrée juste au-dessus de la poitrine, petite Émilie. Mes mains se sont mises à trembler, avant même que mon cerveau ne réalise vraiment ce que je regardais. Qu'est-ce qu'il y a? A demandé Maya. Sa voix était basse, incertaine. Mon mari s'est approché, en plissant les yeux vers la robe. C'est bizarre. Ils voulaient peut-être la personnaliser, et ils se sont trompés de prénom. C'est une erreur? A demandé Maya. Ils ont cru que j'étais quelqu'un d'autre? Elle m'a regardé à nouveau. C'est qui, Émilie? Je n'ai pas répondu. Pas à voix haute. J'ai juste pensé, on ne parle pas d'Émilie dans cette maison. Pas parce que c'est interdit, mais parce que nous savons qu'il vaut mieux l'éviter. Ça ne fait rien, a dit Maya. Elle est quand même jolie. Je peux la porter même si le nom n'est pas le bon. Non, ai-je dit. Tu ne la mettras pas. Mais c'est pas grave. Tu ne la porteras pas. Je ne l'ai pas dit méchamment, mais je n'ai laissé aucune place à la discussion. J'ai pris la robe, sans brutalité, mais avec fermeté, et je suis sorti de la pièce. Je n'ai pas claqué la porte, et je n'ai rien expliqué. Je suis simplement allé dans ma chambre, et je m'y suis enfermé. Je me suis assise sur le bord du lit, la robe toujours à la main. Mes mains tremblaient si fort que le tissu ondulait. Ce n'était pas la même robe, mais elle ressemblait exactement à celle dont je me souvenais. Même couleur, même col, mêmes étoiles brodées. Ils ne l'avaient pas gardée, ils l'avaient fait fabriquer sur mesure, et ils avaient fait broder son nom, comme si c'était normal, comme si c'était un geste gentil. Ma respiration est devenue erratique. Vous connaissez cette sensation, quand votre poitrine semble trop étroite pour l'air que vous essayez d'inspirer? C'était ça. Je tenais la robe sur mes genoux, comme si elle risquait de dire autre chose. Derrière la porte, le silence. Maya ne m'avait pas suivi,
elle a l'habitude de me laisser de l'espace quand j'en ai besoin. Je déteste qu'elle ait dû apprendre cela si jeune. J'ai fixé le nom. Et voici la partie que je suis censé expliquer, pourquoi cela comptait autant, pourquoi cela m'a brisé, pourquoi j'étais assise là, à tenir une robe rose toute neuve comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Mais je ne l'expliquerai pas encore. Parce que vous penseriez que je réagis de manière excessive. Vous vous diriez, ce n'est qu'un prénom, ce n'est qu'une broderie, ce n'est qu'une robe. Et vous auriez tort. Ce nom a tout changé. Cette robe, c'était la goutte d'eau. Après cela, rien ne serait plus jamais pareil, surtout pas entre mes parents et moi. Émilie est ma sœur. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Avant même que Maya ne voie cette robe, je l'avais déjà vue. Pas exactement celle-là, mais une version si proche que mes mains se souvenaient de la forme avant même que mon esprit ne le fasse. Il y a eu un moment, une pièce, une fête, et une robe presque identique à celle-ci. C'est là que tout a commencé. Ce n'était pas seulement le prénom. C'était la première chose que j'avais remarquée, bien sûr cette broderie blanche en cursive, cousue sur le devant comme une étiquette sur un produit scellé en usine, Petite Émilie. Mais c'était tout le reste, le tissu, le col, la longueur, les étoiles. Je n'avais pas vu cette robe depuis 20 ans, mais mon corps s'en souvenait avant mon cerveau. C'était comme si l'air avait changé, comme s'il transportait un vieux souvenir. Il ne l'avait pas acheté dans un magasin, il ne l'avait pas trouvé par hasard. Il l'avait fait faire sur mesure, avec soin, comme un souvenir qu'il voulait porter à nouveau. Je suis restée assise avec elle pendant longtemps. Sans pleurer. Sans parler. Juste assise. Et à un moment donné, doucement, j'ai pensé, ce n'était pas pour Maya. C'était pour eux. Parce que ce n'était pas la première fois qu'ils offraient une robe rose à une petite fille de la famille, en agissant comme si cela signifiait quelque chose. C'était pour mon anniversaire, j'allais avoir 6 ans. Nous avions des invités et des tantes, des cousins, des voisins qui n'étaient pas vraiment des amis, mais qui venaient quand même, car ma mère avait un talent pour les invitations basées sur la culpabilité. Mais personne ne m'a souhaité « joyeux anniversaire », car Émilie venait d'être acceptée dans un groupe de danse, un programme pour jeunes avec un nom comme Star Step ou Sparkle Academy, quelque chose de brillant et d'important. La fête n'était pas pour moi, pas vraiment. Émilie est sortie dans sa robe rose, l'original tournoyant comme si elle était née avec les projecteurs de la scène dans les yeux. Tout le monde a applaudi. Quelqu'un a pris une photo. Ma mère rayonnait, comme si elle venait de gagner un prix. Je me tenais au bord de la pièce, avec ma brique de jus de fruits. À un moment, je me suis approché d'elle, ma mère, et j'ai dit doucement, c'est mon anniversaire. Elle ne m'a même pas regardé, elle a juste dit, ne ramène pas tout à toi. Je me souviens être retourné sur le canapé pour m'asseoir. Je me souviens avoir pensé, oh. Ce n'était pas la première fois qu'Émilie me faisait de l'ombre, c'était juste la première fois que je réalisais que je ne la rattraperais jamais. Elle avait 2 ans de plus que moi, mais l'espace entre nous semblait infini. Elle avait ce genre de charme qui poussait les professeurs à s'intéresser à elle et à l'écouter. Elle pouvait entrer dans une pièce, et en ressortir avec l'admiration de tout le monde dans sa poche. Elle n'était pas cruelle, pas exactement, elle absorbait simplement toute la lumière, et nous autres, nous nous étions habitués à plisser les yeux. J'avais l'habitude de l'imiter, son écriture, sa posture, son rire. Je pensais qu'il y avait peut-être une formule magique, et que si je la trouvais, je recevrais la même chaleur. Mais peu importe mes efforts, je n'ai jamais appris à être la préférée. Les années ont passé. Nous avons grandi. Émilie a enchaîné les boulots, les villes et les relations, s'arrêtant toujours juste assez longtemps pour être admirée, mais jamais assez pour s'enraciner. Elle n'a pas disparu, elle bougeait juste plus vite que nous ne pouvions la suivre. Puis, elle a annoncé qu'elle lançait sa propre marque. Pas seulement une boutique, une marque. Ce serait une mode avant-gardiste, éthique, à fort impact et sans gaspillage. Elle maîtrisait si bien le vocabulaire que j'ai failli croire qu'elle comprenait ce qu'il signifiait. Elle nous a montré un site web avec des maquettes de pièces faites main, et des échantillons photographiés par des professionnels. Elle disait qu'elle avait des fournisseurs, qu'elle avait des gens qui attendaient, elle disait qu'elle avait juste besoin de capital pour lancer la production. Ce n'était pas un don, elle était très claire là-dessus. C'était un investissement. Elle promettait un retour complet en 1 an, peut-être le triple, selon la rapidité avec laquelle la 2e collection décollerait. Les premiers versements étaient modestes, quelques centaines ici,
un millier là. Elle faisait attention à ne pas demander trop vite. Elle donnait des nouvelles, envoyait des captures d'écran, ce qui ressemblait à des factures, et même des messages d'acheteurs. Puis sont venues les demandes plus importantes. Elle a dit qu'une boutique à Los Angeles avait passé une commande groupée, et qu'elle devait avancer les frais de fabrication. Puis un showroom à New York. Puis un influenceur qui voulait l'exclusivité. Nous l'avons cru. Mes parents ont donné ce qu'ils pouvaient. J'ai donné plus que je n'aurais dû. Parce qu'elle n'était pas seulement ma sœur, elle était la star. Et quand elle brille, nous recevons tous un peu de sa lumière. Puis, un jour, elle a cessé de répondre. Il y a eu des délais, des appels manqués, des messages disant qu'elle était débordée, qu'elle avait juste besoin d'un peu plus de temps. Puis, elle est devenue totalement silencieuse. Et l'argent est parti avec elle. Rien n'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé, par contre, c'est une lettre courte, froide. Elle disait qu'elle avait changé de site web. Et derrière cela? Rien. Elle avait pris l'argent, tout l'argent, et l'avait dépensé. Pas pour l'entreprise, pas pour les matériaux, ni la fabrication, ni le marketing. Pour elle-même. Pour voyager. Pour des hôtels, des cadeaux, et Dieu sait quoi d'autre. Elle a pris tout ce que nous lui avions donné, et elle s'est volatilisée. Les dégâts n'étaient pas seulement financiers, ils étaient juridiques. J'ai commencé à recevoir des appels concernant des comptes que je n'avais jamais ouverts, des crédits que je n'avais jamais utilisés. Elle avait contracté des prêts en mon nom et des cartes de crédit, petites au début, puis plus importantes ayant toujours un coup d'avance. La police a dit que c'était une affaire civile. La banque a dit que c'était ma parole contre la sienne. Les dettes restaient là, avec des intérêts qui grimpaient. Mes parents étaient brisés, c'est ce qu'ils me disaient, encore et encore. Comme si, à force de le répéter, je pouvais oublier que c'était eux qui lui avaient tendu les allumettes. Je les ai aidés. J'ai pris les choses en main. J'ai cumulé les heures supplémentaires, j'ai payé une partie de leur hypothèque, et j'ai réglé leurs factures impayées une par une, jusqu'à ce que mes mains tremblent à la fin de chaque mois. Et pendant tout ce temps, je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. Je pensais que nous avions tous appris la même leçon difficile jusqu'à ce que les commentaires commencent. Maya ressemble exactement à Emily à cet âge. Elle a la même étincelle. Peut-être qu'elle fera de la danse, elle aussi. Au début, je pensais que c'était de la nostalgie. Puis les cadeaux sont arrivés et les livres, les tenues, cette pression douce vers de vieilles formes familières. Et puis, il y a eu cette robe, et tout ce qui a suivi. Je n'ai pas réagi comme j'aurais pu l'imaginer. Pas de cris. Pas de souffle court. Juste un calme qui s'est installé le long de ma colonne vertébrale, et qui ne voulait plus me quitter. À la place, j'ai pris mon téléphone. Toujours assise sur le bord du lit, la robe à côté de moi comme un fantôme endormi, j'ai ouvert mon application bancaire. Puis une autre. Puis encore une autre. Chaque virement automatique que j'avais mis en place pour leur prêt immobilier, annulé. 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 C'était un geste calme, mécanique, presque apaisant comme supprimer de vieux messages vocaux. Je n'ai même pas hésité une seconde. Mon corps agissait selon un instinct plus vieux que la pensée. J'ai laissé les applications ouvertes quelques instants de plus que nécessaire, juste pour me rappeler que c'était enfin terminé. Puis, je me suis levé, j'ai plié la robe, je l'ai posée soigneusement sur le bureau dans le coin, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Maya dormait encore. Mon mari était debout, préparant le café, les yeux ensablés mais déjà dans sa chemise de travail. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé quand il m'a vu avec la robe à la main. J'ai hoché la tête. Je ne serai pas longue. Tu peux la préparer pour l'école? Bien sûr. Il n'a rien demandé d'autre. J'ai plié la robe à nouveau, cette fois dans un sac en papier marron tout simple, et j'ai ajouté un mot manuscrit aux 3 phrases courtes, chacune plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Vous avez perdu une fille. Je suis celle qui est restée. Vous ne l'avez simplement jamais remarqué. Ne me contactez plus. Je ne couvre plus vos dettes. Si vous voulez que quelqu'un vous vienne en aide, demandez à Emily. Le trajet s'est fait en silence. Ce n'était pas long, mais assez pour que je commence à douter.
Je n'ai pas craqué. Leur maison était exactement la même, ce qui ressemblait à une plaisanterie dont je ne faisais pas partie. Le même buisson de romarin sauvage devant. Le même pot de fleurs fêlées. La même bosse sur la porte du garage, datant de l'année où papa avait essayé de reculer trop vite le soir du Nouvel An. Je suis descendu, j'ai marché jusqu'au porche, et j'ai posé le sac. Pas de sonnette. Pas de coup à la porte passif-agressif. Juste moi, là, debout. Puis je suis reparti. Le premier appel est arrivé à 9h42 précisément, puis un autre. À 10h, j'avais 6 appels manqués et 2 messages vocaux. À 11h, j'ai arrêté de compter. J'ai écouté l'un des messages, juste pour voir. La voix de ma mère, aiguë d'incrédulité, qu'est-ce que c'est que ça? Tu rends un cadeau d'anniversaire? Quel genre de message est-ce que tu essaies d'envoyer? Puis mon père, grommelant en arrière-plan, et qu'est-ce qu'elle veut dire par elle ne paiera plus? De quoi diable est-ce qu'elle parle? Encore des appels, encore des SMS. La plupart sont restés sans réponse. Certains étaient impubliables. À 12h27, j'ai décroché. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'une partie de moi voulait les entendre me le dire en face, ou peut-être parce que je voulais leur répondre. Ma mère n'a pas perdu de temps. Tu es cruel, a-t-elle lancé. Tu fais ça pour nous punir de quelque chose qui n'était même pas de notre faute. Vraiment? Elle nous a tous trompés, et pourtant, vous continuez à me demander de payer pour ça. C'est ta sœur. Elle était ta préférée. Ne sois pas mesquine. Celle-là a failli me faire rire. Presque. Nous l'avons perdue, a dit ma mère, plus doucement cette fois. Tu le sais bien. Nous avons perdu une fille. Vous ne l'avez pas perdue. Elle a volé tout ce que vous lui avez donné et elle s'est enfuie. Alors maintenant, vous allez nous prendre Maya aussi? Je suis resté silencieuse face à cela. J'ai laissé ces mots résonner un peu. Vous ne voulez pas Maya, ai-je dit. Vous voulez Émilie. Vous essayez juste de la retrouver en quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais été assez bien pour vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Alors, citez-moi une seule fois où vous m'avez regardé sans voir une déception. Silence. Exactement. Tu es dramatique. J'en ai fini. J'ai raccroché. Puis, j'ai bloqué le numéro, j'ai supprimé tous les rappels de calendrier d'aide pour le loyer, carte de course, virement pour la facture d'eau. J'ai ouvert un tableur vierge, et je l'ai nommé « Les choses qui sont à moi ». Il n'y avait pas grand-chose dedans pour l'instant, mais pour une fois, c'était propre. Ce n'était pas la paix, mais c'était à moi. Je pensais que c'était fini, que le pire était déjà passé. J'avais tort. Je pensais que la robe était le point de rupture, avec les appels, les numéros bloqués, les paiements annulés. Je pensais que c'était tout. Que le feu était passé, que les dégâts étaient maîtrisés. Mais il y avait autre chose qui arrivait. Le genre de chose qui n'apparaît que lorsqu'on pense pouvoir enfin s'asseoir. Le genre qui arrive de côté, et qui vous fait réaliser que le sol sur lequel vous vous teniez n'était pas vraiment solide. Au début, ce n'était que du bruit. Des cousins, des tantes, des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années et qui retrouvaient soudainement leur voix. Tu as vraiment coupé les ponts avec tes parents? Pour une robe? Tu devrais aller parler à quelqu'un. Ce n'est pas normal. C'est ta famille. Les SMS arrivaient avec le même rythme, certains polis, certains moralisateurs, d'autres prétendant s'inquiéter. L'un d'eux a même ajouté un emoji de main jointe en prière, ce qui, honnêtement, était pire que s'il m'avait insulté. Je les ai tous ignorés. Et puis est arrivé l'appel que je n'attendais pas, un numéro inconnu, en fin d'après-midi. J'étais en train de plier le linge en ne pensant à rien, ce qui était rare et agréable. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Salut. Je me suis figé. Je n'avais pas entendu cette voix depuis 5 ans, mais mon corps s'en est souvenu immédiatement. Émilie? J'ai entendu dire que tu les avais lâchés, a-t-elle dit. Pas de politesse. Pas d'excuses. Juste ça. C'est eux qui t'ont dit ça. Ouais. Je leur parle. Et voilà. La partie qu'ils n'avaient jamais mentionnée. La partie que je n'avais même pas pensé à demander. Tu leur parles depuis tout ce temps? Pratiquement.
Où est-ce que tu étais? Elle a hésité. Dans le coin. Dans le coin, ai-je répété. Tu as disparu. Est-ce que tu sais ce que c'était pour nous? Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas envoyé de message. Nous ne savions même pas si tu étais encore en vie. J'avais besoin d'espace. Tu avais surtout besoin d'argent. Silence. Je me suis assise lentement, mes chaussettes encore à la main. Je ne pliais même plus, je les serrais juste comme si elles pouvaient m'aider à garder les pieds sur terre. Tu nous as volés. Je n'ai pas. Si, tu l'as fait. Tu nous as dit que c'était un investissement. Tu as promis des retours. Tu avais de faux clients, de fausses factures, tout était faux. Et tu as pris tout ce qu'on t'a donné. Je ne voulais pas. Tu as bousillé mon crédit. Tu as ouvert des comptes à mon nom. Est-ce que tu sais ce que ça m'a fait? J'ai dû cumuler 2 boulots. Je ne pouvais pas obtenir de prêt immobilier. J'ai dû mettre tout ce que je voulais de côté, juste pour rembourser ce que tu as fait. Elle a pris une inspiration brusque, mais n'a rien dit. Tu nous as ruinés, ai-je dit, d'une voix basse et monocorde. Et puis tu as disparu. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu pourrais commencer par dire pardon. Ils ont besoin de toi, a-t-elle dit soudainement, détournant la conversation comme elle l'avait toujours fait. Ils vieillissent. Les temps sont durs. Alors pourquoi tu ne les aides pas? Un autre silence. C'est compliqué. Je ne peux pas pour le moment. Les finances sont serrées. Tu as toujours été la plus stable de nous deux. Ah bon? Tu as un travail. Une maison. Une famille. Tu es doué pour ça. J'ai fixé le sol. Mes mains étaient immobiles sur mes genoux. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Contrôlée. Douce. Entraînée. Ils ne le disent pas, mais ils apprécient ce que tu as fait, a-t-elle ajouté. Je pensais juste que tu devrais savoir qu'ils ont du mal. Je le sais déjà. Alors pourquoi les rejeter? Parce que je suis fatigué. Tout le monde se fatigue, a-t-elle dit, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait enfin avoir l'air humaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Non, ai-je répondu. Mais ça veut dire que je commence enfin à me choisir, moi. Quelque chose pour quoi tu as toujours été excellente. Elle n'a pas répondu. Puis, si tu veux tout gâcher parce que tu es en colère, c'est ton problème. Et juste comme ça, elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment. Une partie de moi avait encore envie que les choses soient différentes. Même maintenant. Même après tout. Tout. Mais elle n'avait pas appelé pour reprendre contact, elle avait appelé pour appuyer sur un bouton qui fonctionnait autrefois, et quand elle a vu que ça ne marchait plus, elle a coupé court. Exactement comme elle l'a toujours fait quand les choses devenaient difficiles. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. Il était tôt. Je préparais le café, Maya s'habillait à l'étage. Mon mari a ouvert la porte avant que je puisse l'en empêcher, et ils étaient là, mes parents. Ma mère tenait une boîte à gâteaux. Mon père se tenait derrière elle, comme une statue avec des problèmes d'impôts. Nous voulons juste discuter, a-t-elle dit. Nous ne voulons pas nous battre. Je ne les ai pas invités à entrer. Je n'ai même pas bougé. Je suis resté dans la cuisine, le café à moitié versé, les bras croisés. Vous avez parlé à Émilie, ai-je dit. Ils n'ont pas nié. Oui. Depuis un moment. Depuis combien de temps? Depuis la première année après son départ. Donc, pendant tout ce temps. Elle avait besoin de vous. Et vous, vous aviez besoin d'argent, que vous avez obtenu de moi. Donc, vous avez utilisé le mien pour l'aider. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Mon père a fini par prendre la parole. Elle a des ennuis. De graves ennuis. Elle a peur. Elle a toujours peur. Elle a fait des erreurs. Mais c'est ta sœur. Et moi, je suis votre fille. Ils n'ont rien dit. C'est moi qui suis resté. C'est moi qui ai aidé. Et vous m'avez laissé croire que je vous aidais, vous. C'était le cas. Non. J'aidais elle.
Vous n'avez juste pas osé le dire à voix haute. Nous ne savions pas comment te le dire. J'ai ri. C'était un rire bref, amer. Vous m'avez regardé cumuler 2 boulots. Vous m'avez regardé payer vos factures. Et vous m'avez dit merci sans ciller, tout en envoyant de l'argent à la personne qui était la cause de tout ça. Ce n'est pas si simple. Alors expliquez-moi. Faites en sorte que ce soit simple. Faites en sorte que ce soit logique. Ils en étaient incapables. C'est notre fille, elle aussi, a fini par dire ma mère. Moi aussi. Mon mari n'a pas dit un mot depuis ce matin-là à la porte. Pas d'appel, pas de SMS, rien de leur part, et rien de la mienne. J'ai entendu dire par quelqu'un, un cousin éloigné, peut-être, ou l'un de ses amis de la famille qui pense encore que les emails de groupe sont une personnalité et qu'Emily était revenue. Apparemment, les choses à l'étranger ne se sont pas passées comme prévu. Quand l'argent a cessé de couler, la stabilité a disparu. Elle vit avec eux maintenant. Je suppose que c'est logique, elle a toujours su où retomber sur ses pattes. Ils vendent la maison. Trop d'entretien, trop de factures. Ce n'est pas la première fois qu'elle les laisse sans le sou, mais c'est peut-être la première fois qu'ils s'en aperçoivent vraiment. Je n'ai pas demandé où ils déménageaient, je ne veux pas le savoir. Maya ne pose plus de questions sur eux. Elle en posait, avant. Des petites choses, comme si grand-mère viendrait à son prochain récital. Mais après un moment, les questions ont cessé. Les enfants en savent plus que ce que nous pensons. Maintenant, c'est juste nous 3. Nous faisons des crêpes le dimanche. Maya met de la musique à fond pendant qu'elle se brosse les dents. Mon mari a réparé la charnière du placard que j'ignorais depuis des années. Je dors. Un vrai sommeil. Celui où l'on se réveille avec la sensation d'être enfin en sécurité. Il n'y a pas de robe rose dans le placard. Pas de comparaison qui flotte dans l'air. Juste Maya étant Maya. Juste moi, étant enfin autre chose que celle qui est restée. Était-ce trop? N'était-ce pas assez? N'hésitez pas à laisser un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner.